L'histoire de l'impressionnisme se raconte essentiellement au masculin. C'est une histoire d'homme, c'est une histoire d'amitié, c'est aussi une histoire de famille, et l'on a vu se révéler peu à peu les rôles très bienveillants que jouèrent les frères de plusieurs de ces peintres qui voulaient donner à voir le monde d'une façon nouvelle. Voici par ordre chronologique Eugène Manet, qui fut l'époux, vous le savez, de Berthe Morisot, Léon Monet, Marc Basille, Martial Caillebotte ou Théo Van Gogh. Voilà beaucoup de frères d'éminents artistes qui jouèrent tous un rôle différent. Ce furent des soutiens de la première heure qui pouvaient être, selon les cas, soit de simples amateurs manifestant leur confiance et prodiguant des encouragements, ou comptés parmi les marchands et collectionneurs qui, par leurs achats, procuraient aux artistes leur indépendance financière. Les parents et les frères et sœurs d'Auguste Renoir ont suscité peu de travaux de recherche spécifiques. Cela tient sans doute au fait que leur rôle dans la carrière du peintre paraît indifférent et qu'il n'existe d'ailleurs qu'une poignée de portraits d'eux qui furent tous exécutés dans les années de jeunesse de l'artiste et qui sont, je cite Colline Bellé, je suis d'accord avec lui, étonnamment guindés, voire austères et qui n'ont rien d'intime. Aussi, quand un article de François Dault paru en 1964 s'attachait à regarder l'œuvre de Renoir, je cite, sous l'angle d'un album de famille, il ne s'agissait presque fatalement que de la famille que l'artiste avait lui-même fondée, c'est-à-dire formée d'Aline, son épouse, et de leurs 3 fils, plutôt que de celle dont il était issu. Un album de famille d'ailleurs ouvert tardivement, quand naquit Pierre, l'aîné de ses 3 fils, Renoir, avait 44 ans. Une figure fait toutefois exception. Son frère cadet, Edmond Renoir, qui confiait en 1979 avoir vécu à ses côtés depuis 15 ans, non seulement comme un frère, mais comme un compagnon. Edmond Renoir fut également le modèle anonyme de nombreux tableaux. Comme l'homme de la loge pour lequel il posa, Edmond fut un observateur privilégié et attentif, celui des débuts de son frère aîné et de leurs camarades, et de ses camarades, de leurs progrès, de leurs succès et de leurs découvertes. Mais comme l'homme du tableau aussi, il ne figura qu'au second plan de cette histoire glorieuse, comme maintenu dans l'ombre d'un frère trop célèbre. Cette conférence entend le replacer dans la lumière, en retraçant son parcours à grands traits, et montrer qu'il ne fut pas que le simple témoin admiratif de la gloire de son aîné. On pourrait subdiviser cette conférence en 3 temps. Edmond aux côtés d'Auguste, Edmond sans Auguste, Edmond après Auguste. Et afin de faire entendre sa voix, je ponctuerai cet exposé d'extraits de textes qu'il a publiés ou d'entretiens qu'il a accordés. Les origines de la famille Renoir sont modestes. Le père, Léonard Renoir, originaire de Limoges, fils de sabotier, et tailleur. On disait aussi confectionneur pour dames. La maman, Marguerite Merlet, originaire de Saintes, en Charente-Maritime, elle-même fille de tailleur et couturière. On disait aussi ouvrière en robe. Le couple se marie en 1828 et pendant les 20 années qui suivent, auront 7 enfants. Les 2 premiers, vous le voyez, sont morts en bas âge. Quelques jours, c'était des choses qui arrivaient, hélas, très fréquemment. Il n'y aura finalement que 5 enfants qui survivront. L'aîné des enfants survivants, Henri Renoir, né en 1832, ce sera un médailleur et un graveur en pierre fine qui épousera en 1861 la fille naturelle de son maître, Samuel Daniel, auquel il succédera d'ailleurs. Le couple n'aura pas d'enfant. La seconde enfant, la seule fille de la fratrie, Élisa, sera couturière. Son neveu, Jean Renoir, a laissé d'elle un portrait un peu ironique, celui d'une femme engagée, toujours soucieuse, je cite Jean Renoir, de la défense de l'humanité opprimée. En 1864, elle a épousé Charles-François Leray, un homme veuf depuis 9 ans déjà, d'une femme qui fut lingère. Leray, donc qui était plus âgé que Lisa Renoir, Leray était le fils d'un chirurgien et le frère d'un artiste peintre, Prudent Leray, lui-même élève de Paul Delaroche,
et dont les tableaux des scènes de genre dans le goût du XVIIIe siècle rencontraient alors un certain succès. Dans l'annuaire almanach du commerce d'Ido Bottin, Charles Leray, quant à lui, est classé parmi les dessinateurs industriels. On oppose ainsi les arts appliqués aux beaux-arts. Il dessine en particulier des modèles de robes qui, selon les usages de l'époque, sont destinés soit à un couturier, soit à une cliente. Et je vous montre ici un modèle de robe. Je crois qu'on n'a jamais vu encore des dessins de Leray. En voici un avec 2 détails que j'ai choisi parce qu'il rappelle étonnamment un célèbre tableau de Claude Monet, le portrait de Camille, qui est représenté en train de sortir de la pièce. C'était une position, comment dire, un peu conventionnelle à l'époque dans les modèles des gravures de robes. Mais voilà à quoi ressemblaient les dessins de Charles Leray, donc le beau-frère d'Auguste Renoir. Henri, Élisa, Victor, donc, qui sont les aînés de la fratrie, naissent à quelques années de différence. Ils ont peu de différence d'âge. Un temps se passe, et puis viendra enfin Auguste Renoir en 1841. Et puis, des années plus tard, le dernier de la fratrie, Edmond, qui est le seul qui naît à Paris. La famille était de Limoges. Jusqu'en 1844, année à laquelle la famille va se rendre à Paris en diligence, précise Jean Renoir, et sera désormais établi à Paris. Donc le dernier des enfants, Edmond, naît à Paris. On remarquera également que les 3 aînés, Henri, Élisa et Victor, se sont mariés assez tôt, ainsi qu'il convenait. On relèvera que les 2 cadets, Auguste et Edmond, eux ne se marieront que très tardivement, après avoir eu déjà un fils, donc de manière pas du tout bourgeoise. On remarquera également que de nombreuses années séparent Henri d'Edmond. Vous voyez qu'on a 17 ans qui les séparent, et que dans ces 17 années, Auguste est à peu près équidistant de son frère aîné et de son frère cadet. Voici un portrait célèbre du père Renoir, qui correspond à peu près au portrait écrit qu'en a fait Jean Renoir, le petit-fils, qui évoquait un homme grave et silencieux. C'est un modeste tailleur à la mine sévère, qui semble regarder dans le vide, intimidé peut-être par la séance de pause. On relèvera effectivement, comme Colline Bellier, qu'il n'y a pas beaucoup d'affection qui échappe du portrait. Le portrait est formidablement exécuté, mais c'est un portrait qui est assez raide. On va dire, on ne sent pas une affection débordante, ni du fils vers son père, ni du père vers son fils. Il y a également une paire de portraits tout à fait intéressants, celui d'Henri Renoir et de son épouse, qui forment pendant, comme vous le voyez, et qui montre aussi ce couple embourgeoisé, dans des attitudes et des intérieurs et des vêtements tout à fait élégants, dans une attitude aussi un peu distante. Aucun des 2 ne regarde l'artiste frontalement. Il n'y a pas non plus de grande affection qui s'échappe de ces portraits, en dépit de leur qualité picturale évidente. C'est le seul portrait qu'on connaît du couple. Renoir aurait peint également un portrait de sa sœur Élisa, ou du moins il existe un portrait d'une jeune femme très belle qui serait sa sœur Élisa, ainsi qu'un portrait de sa mère, qu'il conserva toute sa vie. C'est à peu près tout, le seul portrait qu'il a fait, et de sa fratrie et de ses parents. On aurait pu imaginer qu'il y ait plus de portraits encore, mais aujourd'hui, en tout cas en l'état actuel des recherches, on ne dispose pas d'autres portraits. Edmond naît rue de la Bibliothèque. C'est presque un signe du destin pour un futur journaliste que de naître dans une rue qui porte un nom pareil. On est à 2 pas du Louvre, à côté du temple de l'Oratoire du Louvre. C'est un quartier qui est en plein bouleversement. Le 25 juillet 1852, on a posé la première pierre du Louvre de Napoléon III. Et le 23 décembre de la même année, 1952, un décret impérial a déclaré d'utilité publique l'achèvement de la rue de Rivoli. La rue de la Bibliothèque est condamnée.
Tous les abords du Louvre vont être totalement remaniés. La famille Renoir doit déménager. La rue de la Bibliothèque va disparaître entièrement, à la fois sous l'effet donc du prolongement de la rue de Rivoli, mais également de la construction d'un énorme bâtiment que vous connaissez certainement, qui fut construit pour abriter les grands magasins du Louvre, qui a abrité ensuite les antiquaires du Louvre, et qui abrite aujourd'hui, depuis quelques semaines, la Fondation Cartier. La rue de la Bibliothèque passait exactement sur le site de ce bâtiment. La famille Renoir se transporte non loin de là, rue d'Argenteuil, 23 rue d'Argenteuil, dans un immeuble dont Edmond Renoir a pu parler. Nous habitions rue d'Argenteuil, dans un appartement tout juste assez grand pour nous loger tous les 7. Fort heureusement, une pièce mansardée du 6e étage nous fut attribuée à mon frère et moi. Mon frère, c'était évidemment Auguste. Nous étions les maîtres de notre petit repère et nous en profitions pour nous chamailler jusque tard dans la nuit sans que notre père intervînt comme auparavant pour nous faire taire et éteindre notre petite lampe. La photographie de Charles Marville que vous voyez ici vous montre la rue d'Argenteuil et j'indique par la flèche l'emplacement de l'immeuble et avec un détail de la même photo que j'entoure, la lucarne de la chambre où dormaient donc les deux frères qui avaient 7 ans de différence, mais qui développèrent à cette occasion une très très grande affection, une très grande proximité. On a vu que les 3 aînés de la fratrie se sont mariés assez vite, en quelques années, entre 1861 et 1864, de sorte que la famille progressivement se réduit. Les 2 cadets resteront seuls, et puis finalement, ils vont rester peu de temps, puisqu'Auguste, à son tour, dès 1864, quitte le domicile parental. Edmond restera donc le dernier auprès de ses parents, et pendant encore quelques années, du moins jusqu'à sa majorité, qui arrivera plus tard. Voilà un plan qui vous montre la rue d'Argenteuil avec en rouge l'immeuble où habitaient les Renoir. Immeuble que les parents Renoir et Edmond donc vont quitter en 1868 pour s'établir à Louvciennes, dans la banlieue ouest de la capitale, sans doute parce qu'ils arrêtent là leur carrière. Le papa a 69 ans, son épouse 61 ans. Dans les différents registres de Louvciennes des années suivantes, ils sont donnés comme rentiers, donc on pourrait dire retraités. Une autre raison, sans doute, les a poussés à quitter la rue d'Argenteuil et Paris en général. Eh bien, ce sont les travaux qui continuent. Nous sommes sous le Second Empire et Haussmann a beaucoup de travail, et beaucoup de travail en particulier dans ce quartier-là. Donc on a vu que l'extension, la prolongation de la rue de Rivoli et les travaux d'extension du Louvre ont causé la destruction de la rue de la Bibliothèque. La rue d'Argenteuil est elle-même condamnée. Mais elle est condamnée par un autre chantier, le percement de l'avenue de l'Opéra, que vous voyez sur le plan ici. C'est un plan qui vous montre le tracé de la future avenue de l'Opéra, qui va entraîner la destruction d'îlots entiers, et notamment de tous les immeubles de la rue d'Argenteuil sur les deux faces de la rue. En juin 1876, un décret présidentiel déclarera d'utilité publique, précisément, l'ouverture de l'avenue de l'Opéra. L'immeuble des Renoir sera détruit 1 an plus tard. Ils ne sont plus là. Mais on peut comprendre comme ça, rétrospectivement, cette animosité extrêmement vive qu'Auguste Renoir éprouvait à l'égard des transformations de Paris sous le Second Empire. On peut le comprendre, il y a quelque chose aussi d'assez intime. Les lieux de son enfance sont tous disparus dans les bouleversements haussmanniens. Il y avait quelque chose qu'on peut comprendre, enfin quelque chose qui peut être extrêmement violent. Voilà une autre photographie de l'immeuble de la rue d'Argenteuil. Alors on voit ici les 3 fenêtres de l'appartement des Renoir et la lucarne derrière laquelle était la chambre des 2 frères Auguste et Edmond. Cette image est le détail d'une image plus grande. Attention, c'est violent. Voilà l'image en entier. J'indique par la flèche l'immeuble qu'on vient de voir en détail à l'instant. Voilà à quoi ressemblait Paris.
c'est quelques années après le départ de Renoir. Mais vous voyez que tout est en train de disparaître. Même au niveau géographique, on est en train d'abaisser la butte des Moulins, qui était une petite butte qui était à cet endroit-là, pour précisément le passage de la ville de l'Opéra et des rues adjacentes. Auguste avait pour habitude de m'emmener avec lui à Marlotte, à l'auberge de la mère Anthonie. C'était le plus pauvre des villages bordant la forêt, avec sa modeste taverne, où Claude Monet, Sisley, Pissarro et d'autres peignaient leurs toiles. Je les accompagnais partout, portant ma part de matériel, buvant leurs paroles, ébahis par leurs réflexions étonnantes, leurs discussions interminables. Et plus qu'étonné de les voir emporter avec eux suffisamment d'attirail pour peindre, en une matinée au moins, 2 ou 3 études reproduisant différents effets de lumière. Vous retrouvez ici sur l'image ce tableau si beau qu'on n'avait pas vu à Paris depuis si longtemps et qui est dans l'exposition, le cabaret de la mère Anthonie. Et je vous présente en regard une photographie de Jules Lecoeur, qui est l'hôte de Renoir et de son ami Sisley à Marlotte, puisque Jules Lecoeur, qui est parisien, loue une maison à Marlotte, donc, où il reçoit volontiers ses amis, et qui est le personnage principal du grand tableau de Renoir, le personnage debout au fond qui s'apprête à rouler une cigarette. La photographie ne laisse aucun doute sur l'identité du personnage. Edmond toujours, oh que j'en ai porté de ces belles toiles dans mes mains, de ces purs chefs-d'œuvre qu'on achetait alors pour quelques sous. En 1866, quand Auguste peint le cabaret de la mère Anthonie, Edmond a 17 ans, c'est un adolescent, mais qui suit avec passion les pérégrinations de son grand frère et de ses amis artistes. On peut imaginer pour cet adolescent ce que devait être le plaisir de partager ces années de bohème dans des lieux aussi pittoresques que Marlotte, le cabaret de la mère Anthonie et les séances de peinture dans la forêt de Fontainebleau. Renoir, qui a quitté la maison familiale, l'appartement familial, vit désormais toujours chez un de ses camarades. En 1864, il est domicilié précisément chez Jules Lecoeur, avenue des Lots à Paris. C'est l'adresse qu'il donne pour le livret du salon. Et l'année suivante, surtout, il sera domicilié chez son ami Frédéric Basile. Il va garder très longtemps, enfin pendant quelques années encore, 5 ans, cette habitude, si je puis dire, de partager un appartement avec Basile, qui est d'une famille bourgeoise et qui a des revenus que lui n'a pas, Renoir, et ce qui lui permet d'être, d'une certaine manière, libéré des contraintes matérielles, des contingences, puisque Basile se charge en quelque sorte de ces questions-là, dont Renoir n'a pas à se préoccuper. C'est une constante dans les premières années de Renoir que d'être comme ça, de profiter très, très amicalement de l'hospitalité de ses camarades. On va voir que ça a une importance aussi dans la suite de notre histoire. À cette époque-là, Renoir a pour modèle et pour compagne une jeune femme qui s'appelle Lise Tréhaut, dont je vous mets ici une photographie, et qu'on voit sur un tableau, La Promenade, où elle donne la main à un jeune homme dans l'ombre, à nouveau dans la pénombre, dont le visage est masqué par l'ombre et dont on estime en général qu'il s'agit d'Edmond Renoir. Il n'est pas d'une ressemblance frappante, il n'y a pas beaucoup d'éléments pour s'assurer que c'est bien lui, mais la tradition reconnaît en Edmond Renoir ce personnage masculin à nouveau dans l'ombre aussi pour valoriser mieux le modèle féminin. Edmond Renoir est donc parfaitement au fait de l'aventure qui lie son frère aîné, Auguste, et Lise. Aventure dont on avait révélé il y a quelques années qu'elle avait produit 2 enfants. Pierre Tréhaut, qui est mort au bout de quelques semaines, et surtout une fille, Jeanne, qui restera la mauvaise conscience de Renoir toute sa vie, puisque vous voyez que Jeanne mourra en 1934. 1934, elle est morte à 64 ans. Elle vivra toute sa vie dans l'Orne, mariée à un boulanger, une existence extrêmement modeste, et restant en contact avec son père qui ne la reconnaîtra jamais, qui ne fera jamais de reconnaissance officielle de sa paternité, pas plus que Lise d'ailleurs que sa mère, donc c'est une enfant qui est supposée n'avoir aucun parent. Mais Renoir s'occupera d'elle, c'est une chose qui a été révélée avec la découverte de lettres
qu'il lui avait adressée. C'est une histoire tout à fait étonnante qui a été révélée dans un ouvrage que je vous montre ici, Jeanne Tréhaut, la fille cachée de Pierre-Auguste Renoir, par Jean-Claude Gélineau, qui était le découvreur de cette histoire tout à fait incroyable. Et je mets également le petit livre que j'avais consacré à ces années de bohème de Renoir, Renoir au temps de la bohème, l'histoire que l'artiste voulait oublier, où vous trouverez tous les détails de cette histoire, qui était totalement oubliée, mais très intéressante néanmoins. Edmond va très vite se libérer donc de ses parents, si je puis dire. En 1870, il a 21 ans, il est majeur, et il quitte le domicile familial de Louvciennes. Il revient à Paris. Edmond avait confié, ou du moins c'est l'historien Michel Drucker, à ne pas confondre avec l'homme de télévision, ça n'a rien à voir, qui a écrit un ouvrage sur Renoir en 1944, celui de la télé était un peu jeune, dans lequel il écrit « Edmond Renoir, avant de se consacrer au journalisme, avait pratiqué d'abord le métier de menuisier, ce dont il tire honneur. » En vérité, il semble que Edmond Renoir n'ait pas été véritablement menuisier, mais ce qu'il y a de vrai dans l'histoire, c'est qu'il a bien travaillé dans une menuiserie, et la menuiserie, c'est celle que tenait la famille de Jules Lecoeur, que je viens de vous présenter sur l'image précédente. La famille Lecoeur habite à Paris, dans le 14e arrondissement. C'est une sorte de communauté familiale où vivent à l'époque la maman qui est sur le perron avec les mains jointes et ses 3 enfants. Jules est le seul des 4 enfants qui ne vit pas dans la propriété familiale de Paris. Et donc on voit la maman ici, ses 3 enfants, son fils Charles, architecte, que j'entoure avec un cercle rouge, ses 2 sœurs, les conjoints et conjointes respectifs de l'un et de l'autre, et les enfants, les petits-enfants. Entre parenthèses, sur cette photographie, 6 des personnes photographiées, 3 enfants et 3 adultes, ont fait l'objet de portraits par Auguste Renoir. Auguste, de toute évidence, a intercédé auprès de la famille Lecoeur pour que Edmond soit embauché et trouve auprès d'eux son premier emploi. Il faut bien gagner sa vie. Et Edmond va effectivement en 1870 travailler pendant plusieurs mois et peut-être même vivre sur la propriété familiale en tant que commis aux écritures. C'est un homme de lettres, futur journaliste, mais c'est pas comme ouvrier travaillant le bois véritablement qu'il est engagé, mais il travaille dans les bureaux de cette menuiserie qui est une très grosse entreprise. Je vous montre ici une photographie de la maison en question. C'est la même maison qui figure sur la photographie de gauche. La photo est prise sur le perron de cette même maison. 70, c'est aussi une année terrible, pour reprendre l'expression de Victor Hugo, qui qualifiait d'année terrible cette année qui sépare l'été 70 de l'été 71. Année terrible qui fait qu'Auguste Renoir va être, de son côté, appelé en août 70 pour rejoindre le bataillon du 10e régiment de chasseurs et qui devra donc s'éloigner de Paris pendant plusieurs mois. De son côté, Edmond, qui avait été réformé du service militaire, va s'engager volontaire pour intégrer la garde nationale sédentaire au mois de septembre 70, puis en novembre suivant, s'engager dans le 117e bataillon de guerre. Donc une implication personnelle et volontaire de sa part, mais il ne quitte pas pour autant la région parisienne. Les liens sont si proches manifestement entre Edmond, resté à Paris avec les Lecoeur, et Renoir, qui est loin, que quand Renoir donne enfin de ses nouvelles en mars 1871, peu de temps avant de rejoindre à son tour Paris, d'être libéré et de rejoindre Paris, il donne de ses nouvelles dans une lettre adressée à Charles Lecoeur, donc l'architecte en question, lettre qu'il termine par ces mots « J'attends des nouvelles de Jules Lecoeur. Dans le cas où la lettre que j'écris à mon frère ne parviendrait pas, je vous prie de lui faire part de celle-ci. » Vous voyez, donc on sent qu'il y a une proximité physique, que Edmond est pas loin de Charles. Effectivement, ils habitent sans doute à la même adresse. Un autre indice témoigne de la proximité d'Edmond et de Charles Lecoeur, qui est le premier amateur de Renoir. Reprenons les paroles d'Edmond. « Mon frère avait parlé de moi à Arsène Housset, qui dirigeait alors la Gazette de Paris, journaliste très influent et très admirateur de l'œuvre du jeune Renoir. Je parle du peintre. Fort bien, répondit celui-ci, qu'il fasse un article. Un article, bon. Je me précipite chez le prince Bibesco, avenue de la Tour-Maubourg, où mon frère travaillait un trumeau, et ma foi, je décris tout simplement l'œuvre que j'ai sous les yeux. Le lendemain, je sacrifie toutes économies et j'achète le journal qui coûtait 1 sou. Mon article y était. Premier article d'Edmond Renoir.
Et ce premier article est consacré précisément à cet hôtel qui est en construction, qui est en train de se terminer, dont la construction est en train de se terminer, qui est construit par Charles Lecœur et dont la décoration, ou du moins une partie de la décoration, a été confiée par Charles Lecœur à Auguste Renoir. Vous voyez ici un dessin de la grande cheminée de la salle d'armes, avec ce très grand décor qui faisait 2 mètres sur 2, qu'avait exécuté Renoir. Voilà un extrait de l'article d'Edmond qui félicite, d'abord, il le cite par 2 fois l'architecte, Charles Lecœur, et puis qui ensuite, après avoir parlé de l'architecture, va parler du décor. 2 femmes en grisaille soutenant un grand carbouche, il y a des coquilles dans l'article, émaillé qui représente un guerrier, c'est l'ancêtre, le chef de la famille, le prince Brancovent. Le cavalier est plein de vigueur et de brillant, les femmes souples comme la nature. Les mots s'arrêtent devant une beauté difficile à exprimer. Il y a autant de mérite à savoir admirer que de talent à faire. Retenez bien le nom de Renoir, ce sera un grand peintre s'il a de grands travaux. Premier article d'Edmond. Vous voyez qu'Edmond se met au service véritablement de la cause de son frère. Il prend à bras-le-corps cette mission qui lui a été confiée et il fait tout son nécessaire pour servir la cause fraternelle, après que Auguste lui-même lui ait rendu 2 grands services. Le premier service, c'est de l'avoir présenté à Charles Lecœur. Le deuxième grand service, c'est de l'avoir présenté à Arsène Housset, dont Edmond d'ailleurs devient le secrétaire. Ça y est, Edmond est lancé, ou du moins sa carrière est commencée, et donc il peut commencer à gagner sa vie. Nous habitions rue Notre-Dame-des-Champs. La rue Notre-Dame-des-Champs, autant dire la province en ce temps-là. Aussi, personne ne venait nous voir, ni modèle, ni ami, ni marchand, ni acheteur. C'est intéressant parce qu'on comprend que depuis l'automne 71, voilà, tout s'est remis un petit peu en place. Cette année terrible s'est terminée, la guerre, le siège de Paris, la Commune, la vie, le calme a repris. Et les 2 frères vont se partager un appartement, c'est-à-dire retrouver la complicité qu'ils avaient rue d'Argenteuil dans leur chambre sous les combles. Les années ont passé, ce sont des adultes, du moins Edmond est un jeune adulte désormais, mais on sent ou on devine le plaisir qu'ils peuvent avoir de se retrouver. Il faut préciser également que, évidemment, dans ces événements terribles des mois précédents, Renoir a perdu l'un de ses amis les plus proches, qui était Frédéric Bazille. Frédéric Bazille, qui était son compagnon d'armes, si je puis dire, qui était peintre lui-même, rencontré dans l'atelier Glaire. Frédéric Bazille est mort le 28 novembre 1970 dans les combats menés contre la Prusse. C'est un énorme choc pour Renoir, un choc amical évidemment, sans doute artistique aussi, parce que les 2 garçons travaillaient beaucoup ensemble et dans la même direction, mais c'est aussi peut-être, alors c'est peut-être très secondaire, mais en perdant Bazille, Renoir perd aussi celui avec qui il a partagé plusieurs appartements. Et donc c'était un soutien aussi peut-être financier qui était précieux. Je ne dis pas du tout que c'est la raison principale de la peine de Renoir. Mais ce que je crois qu'on peut comprendre, c'est que la perte de Bazille va être d'une certaine manière remplacée par Edmond. C'est Edmond qui désormais va assurer précisément l'intendance, si je puis dire, de l'appartement où vit Renoir, Auguste, c'est-à-dire le libérer des contingences. Voilà ce que dit Edmond. D'ailleurs, mon métier m'a été bien utile. Sans le journaliste que j'étais devenu, sans le journaliste que j'étais, qu'aurait fait Auguste Renoir, peintre? L'art ne nourrissait pas l'homme, c'est moi qui ai gagné le beefsteak collectif avec mes papiers, comme vous dites maintenant. Mon frère ne voyait rien de tout cela, j'étais le majordome, lui n'avait qu'un but, la peinture. C'est peut-être exagéré, mais enfin ce sont les mots même d'Edmond Renoir. La rive gauche, lui dis-je un jour, ça n'existe pas, il faut aller à Montmartre. Je finis par dénicher un atelier sur la butte, 800 francs par an. Et ailleurs, une autre source, toujours la parole d'Edmond, le hasard me fit découvrir un atelier au 4e étage d'une maison de la rue Saint-Georges, à Montmartre. Cet atelier était complété par un appartement très vaste, trop vaste et trop coûteux pour nous. À ma demande, le propriétaire voulut bien diviser en 2 cet appartement par une cloison. Nous prîmes possession, mon frère et moi, de la partie où se trouvait l'atelier. Aussitôt, amis, amateurs, marchands, modèles, danseuses, actrices, d'accourir chez nous. Alors, je vous montre ici une photographie de l'immeuble en question. C'est une photographie actuelle.
les frères Renoir habitaient au 4e étage, non pas du côté de la rue, mais du côté de la cour. Et de toute manière, l'atelier n'existe plus dans des circonstances dont on aura l'occasion de parler plus tard. Les derniers étages de l'immeuble ont été reconstruits plus tard. Je reviens évidemment à ce tableau. Les frères Renoir ont emménagé rue Saint-Georges à l'automne 73. Ils ne sont pas restés très longtemps, comme vous le voyez, rue Notre-Dame-des-Champs. Rue Notre-Dame-des-Champs, d'ailleurs, entre parenthèses, un immeuble qui sera lui-même détruit à son tour, mais cette fois beaucoup plus tard, au début du XXe siècle, lors de l'extension du boulevard Raspail. Vous voyez, c'est une sorte de malédiction sur les adresses successives d'Auguste Renoir et de sa famille. Donc les deux frères Renoir arrivent à l'automne 73 rue Saint-Georges. On notera que dans le même immeuble arrivera, a priori à partir de 1875, l'un des frères de Degas, René Degas, qui habitera au 2e étage, 2 étages plus bas. Mon frère était très timide avec toutes les filles qui posaient pour lui. C'est ce que dit Edmond. C'est moi qui faisais la chasse aux modèles. Ah, ce n'était pas toujours commode, vous connaissez la totote de la loge et la danseuse. C'est moi qui allais les dénicher. Alors peut-être qu'Edmond, des années plus tard, se vante un petit peu, en rajoute un petit peu, mais ce qui est intéressant à noter, c'est que d'abord, on sait que Renoir n'aimait pas les modèles professionnels, et puis la seconde chose, que ce soit vrai ou pas, c'est en tout cas ce qu'Edmond dit du rôle qu'il jouait auprès de son frère, c'est-à-dire qu'encore une fois, il est en quelque sorte au service de son frère, au service de sa carrière. Il exprimera toujours une très très grande admiration pour le talent fraternel. Voilà donc ce tableau de la loge qui fait rentrer Edmond, aux côtés d'Auguste, dans l'histoire de l'art, d'une certaine manière, exposé à l'exposition, la première exposition impressionniste de 1874. On n'a peut-être pas relevé assez, sinon relevé de tout court, le fait que Edmond, posant dans une loge de théâtre au printemps 1874, c'est tout à fait étonnant parce que Edmond, au même moment, a écrit une pièce de théâtre qui est représentée à Paris. C'est une chose que je ne crois pas avoir jamais lue dans les histoires de Renoir. La pièce s'appelle Le Tournesol. Alors, elle ne va pas être jouée très très longtemps, mais la première représentation a lieu le 4 mai, c'est-à-dire au moment où se tient précisément l'exposition impressionniste, dans une petite salle de spectacle qui s'appelle la Salle des Familles et qui se trouve dans le faubourg Saint-Honoré. L'intérêt d'Edmond pour le théâtre est réel. Cette première pièce en témoigne. C'est une pièce qu'il publiera d'ailleurs dans la revue La Vie moderne en 1883, revue dont il sera à ce moment-là le rédacteur en chef. Donc il attaché une certaine importance à cette pièce. Un intérêt très vif pour le théâtre. Il ne fera pas une carrière de dramaturge. Il écrira plusieurs pièces, mais ça ne va jamais très bien se passer. Puis ce n'est pas des pièces qui restent très longtemps. Cette pièce, Le Tournesol, elle reste peut-être quelques jours dans cette petite salle de spectacle. C'est très modeste. Mais on relèvera tout de même l'intérêt des deux frères pour ce sujet du théâtre et, disons, aussi pour les actrices. Peut-être qu'Edmond, qui avait manifestement peut-être plus de facilité pour rencontrer les gens, et peut-être les demoiselles en particulier, et les amener à venir poser chez son frère, peut-être qu'il a pu intercéder auprès de certaines actrices, je pense en particulier à Madame Henriot, qui posera pour Renoir, on va la voir dans un instant, dans les années 70, par exemple. Et puis Edmond s'est également vanté de la chose suivante: c'est moi qui procurais à mon frère ces modèles, donc comme il l'a déjà dit, il a écrit à plusieurs reprises, c'est grâce à moi qu'il a connu la charmante Jeanne Samary. Alors, Jeanne Samary qui a été un grand modèle très important de Renoir, qui est peut-être l'actrice la plus célèbre que Renoir ait fait poser pour lui à plusieurs reprises. Jeanne Samary est supposée, enfin on dit traditionnellement que c'était dans les salons de l'éditeur Charpentier que Renoir avait fait sa connaissance. Alors, est-ce que Edmond, là aussi, se vante un petit peu de choses inexactes, ou est-ce qu'effectivement, c'est quand même lui qui a présenté Jeanne Samary à son frère? Toujours est-il qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce lien qu'entretenaient les deux frères avec le théâtre et les actrices. Je fus l'organisateur de l'exposition chez Nadar, cette fameuse exposition de 1874. L'information est intéressante et importante.
John Rewald, le grand historien de l'impressionnisme qui rencontra Edmond Renoir à la fin de sa vie, raconte, sur la base du témoignage d'Edmond, que c'était Auguste Renoir, presque seul, qui s'était occupé de l'accrochage. Et quant à Edmond, je cite Rewald, il se chargea de faire imprimer le catalogue. Il eut bien des difficultés avec Degas, qui ne fut prêt qu'à la dernière minute. Monet, par contre, envoya trop de toiles et désola Edmond Renoir par la monotonie de ses titres. Entrée du village, sortie du village, matin au village. Lorsqu'Edmond Renoir se rebiffa, Monet lui dit avec calme « Mettez impression ». Bon, c'est l'anecdote que raconte Rewald en se basant sur les souvenirs directs, reçus directement d'Edmond Renoir. Est-ce que l'histoire est vraie ou pas vraie? L'histoire du mettez impression, de toute manière, est confirmée par le témoignage de Monet lui-même, qui raconte bien que ça s'est passé comme ça. J'avais envoyé une chose faite au Havre de ma fenêtre, du soleil dans la buée et au premier plan quelques mâts de navires pointant. On me demande le titre pour le catalogue, ça ne pouvait vraiment pas passer pour une vue du Havre. Je répondis, mettez impression. On en fit impressionnisme, on connaît l'histoire, et les plaisanteries s'épanouirent. Donc, l'histoire de ce titre est vraie. Ce que Monet ne précise pas, c'est l'identité de son interlocuteur. C'est très vraisemblable qu'Edmond était l'interlocuteur en question. Là, pour le coup, on peut bien imaginer que ce groupe de jeunes artistes qui décident d'exposer ensemble chez Nadar en 1074 était content d'avoir dans l'entourage de l'un d'eux quelqu'un qui connaissait un petit peu le métier, qui était en contact avec des imprimeurs et qui pouvait faire la maquette d'une petite plaquette de catalogue. Donc, il n'y a rien d'invraisemblable à ce que Edmond Renoir ait joué le rôle qu'il ait dit qu'il jouait, c'est-à-dire qu'il ait organisé l'expédition chez Nadar. Tout ça peut tout à fait être pris de façon raisonnable. On voit que 1074 est une année importante pour les deux garçons, qui a bien commencé, donc au printemps, l'un qui fait représenter sa pièce, l'autre qui présente les tableaux à l'exposition impressionniste, etc. L'année se terminera, hélas, un peu tristement, puisque le 22 décembre 1074, le père Renoir décède à l'âge de 75 ans à Louvciennes. Et il est intéressant de relever que sur l'acte de décès, les deux témoins qui viennent déclarer le décès de Léonard Renoir sont les deux frères Auguste et Edmond, qui sont donc allés tous les deux à Louvciennes au lendemain ou à la veille du décès de leur père. Et il est intéressant également de relever ceci, sur l'acte de décès, à la suite du nom de Pierre-Auguste Renoir, l'employé, celui qui était chargé d'écrire dans le registre de l'état civil, a écrit littérateur, puis l'a barré, il a mis peintre, puis ensuite Edmond Renoir, littérateur. Mais c'est intéressant qu'il y ait une confusion. Il y aura beaucoup de confusion, on verra, avec les deux hommes dont on sait qu'ils se ressemblaient beaucoup. Je vais y arriver dans un instant. Rue Saint-Georges, voilà un tableau magnifique qui est dans l'exposition actuellement. Rue Saint-Georges se retrouve tout un groupe de jeunes gens, plus jeunes qu'Auguste Renoir, mais qui ont l'âge d'Edmond, et qui se retrouvent pour de longues soirées, on parle beaucoup, et dont Auguste Renoir fera ce tableau, une très belle scène de sa production des années 70, où l'on retrouve un certain nombre de personnages qui sont bien identifiés. Pierre Lestringuet, Georges Rivière, très important, qui est le personnage central, qui a le bras droit levé et des cheveux mi-longs. Camille Pissarro, qu'on voit en profil perdu, qui est l'aîné de la bande, évidemment, qui est beaucoup plus âgé même que Renoir lui-même, Ernest Jean Cabanère et Frédéric Corday. Georges Rivière, qui écrira un ouvrage très important sur Renoir, qu'il a fréquenté pendant plus de 40 ans, précisera à ce sujet, c'est d'ailleurs presque toujours l'un de nous qu'on retrouve dans les personnages masculins des tableaux de Renoir exécutés entre 1074 et 1883. L'un de nous, c'est-à-dire l'un des jeunes gens de ce groupe de la rue Saint-Georges. Où est Edmond? Il n'est pas là. Le bal du Moulin de la Galette. Où est Edmond? Il n'est pas là. Le déjeuner des canotiers. On le cherche. Pas d'Edmond, mais on retrouve toute la bande de la rue Saint-Georges. Il y a quelque chose de très troublant.
Edmond n'apparaît pas dans les grands portraits de groupe que peint son frère dans les années 70, alors même qu'ils sont supposés partager le même appartement et vivre quotidiennement ensemble. En fait, Edmond, Auguste semble avoir assigné un rôle très précis à son petit frère dans son œuvre, en l'associant à des scènes plus intimes, pas aux grands portraits de groupe, tel ce tableau, La famille Henriot. Voilà Henriette Henriot, qui est cette jeune comédienne dont je mentionnais le nom tout à l'heure, qui va succéder à Lise Tréhaut comme modèle de Renoir dans les années 70. Elle ne sera sans doute pas que modèle. Et Renoir en fait beaucoup de tableaux, beaucoup de portraits. Et donc voici donc La famille Henriot. Le titre est un titre, un faux titre, parce qu'en fait c'est pas une scène de famille. C'est bien Henriette Henriot. Je ne sais pas si on a identifié la femme qui est au second plan, mais le jeune homme qui est à sa gauche, toujours dans une sorte de clair-obscur, hein, toujours un jeune homme qui est dans l'ombre, lui a posé plus de problèmes aux historiens de Renoir. Alors certains disent c'est Edmond Renoir, puis d'autres disent non, c'est Auguste Renoir, puis d'autres disent c'est peut-être Edmond, c'est peut-être Auguste. Voilà. On ne sait pas très bien. Encore une fois, on ne peut pas tout à fait identifier sur les traits. Les traits ne sont pas assez précis pour qu'on puisse identifier l'un ou l'autre. Il me semble, quant à moi, que ce n'est pas Auguste, en aucun cas, parce qu'Auguste ne se représente pas, il n'y a pas d'autoportrait mis en situation, en quelque sorte, aucun dans son œuvre. C'est bien Edmond, me semble-t-il, mais c'est bien Auguste aussi. Je m'explique. Je pense que Edmond devient une sorte de miroir d'Auguste Renoir, c'est-à-dire qu'Auguste représente Edmond dans des scènes où lui-même ne peut pas se représenter. Et il le représente avec Lise Tréhaut, avec Henriette Henriot, etc., c'est-à-dire avec des jeunes femmes qui sont ses modèles, sinon ses maîtresses, comme si Edmond devenait une sorte de double de lui-même. Quelque chose de tout à fait étonnant, comme s'il y avait une sorte de confusion, on ne savait plus très bien qui est qui, comme l'officier d'état civil qui a écrit littérateur avant de se reprendre à côté du nom d'Auguste Renoir. Il existe un autoportrait d'Auguste Renoir de 1876. Il faut savoir que Edmond n'a pas fait l'objet, Edmond qui a posé, ou du moins qu'on reconnaît ou qu'on croit reconnaître dans beaucoup de tableaux de son frère, n'a pas fait l'objet de portraits identifiés. Il pose de façon anonyme dans plusieurs tableaux, notamment dans La Loge, naturellement, qui est le plus célèbre d'entre eux, mais on ne connaît pas véritablement de portrait d'Edmond, sinon deux petites études qui sont assez sommaires, mais c'est tout. Et voilà donc un autoportrait, vous me voyez venir avec mes très gros sabots, d'Auguste Renoir. Cet autoportrait tranche tout de même, objectivement, avec d'autres portraits d'Auguste Renoir. L'autoportrait de droite ne fait aucun doute, bon, ça, c'est bien Renoir lui-même, de même que la photographie au centre. Entre l'autoportrait de droite et la photographie, on retrouve les mêmes traits un peu anguleux, le même regard extrêmement sombre et un peu anxieux, comme ça. Il n'y a pas de problème, c'est bien Auguste Renoir. Mais à la même époque, est-ce qu'on peut vraiment reconnaître Auguste Renoir dans le tableau de gauche? Et puis, il y a une autre chose qui est très, très troublante. Auguste Renoir, il a les yeux marrons. Et dans l'autoportrait de gauche, je mets des guillemets autoportrait, le modèle a les yeux bleus. Alors, je n'ai pas retrouvé, je dois faire cet aveu un peu confus, je n'ai pas encore retrouvé la couleur des yeux d'Edmond Renoir, mais je peux vous certifier que son fils avait les yeux bleus. Ah, vous voyez, c'est un indice. Donc il manque encore, pour que ma démonstration soit parfaitement probante, il manque encore ce détail-là, mais je vais le trouver. Quelle était la couleur des yeux d'Edmond Renoir? J'ai eu son arrière-petit-fils au téléphone il y a 2 jours, je lui ai demandé quelle était la couleur des yeux de notre arrière-grand-père, il ne savait pas. Mais il m'a confirmé que son grand-père avait effectivement les yeux bleus, ce que j'avais déjà trouvé. Voilà donc un pseudo-autoportrait dont je pense vraiment, je ne sais pas, je vous mets les éléments sur la table et puis vous
voyez bien ce qu'il en est par vous-même. Je pense que c'est un portrait d'Edmond. C'est ce qui, là, une fois de plus, est très troublant parce qu'il y a une sorte de confusion, en quelque sorte, entre les deux frères qui, en dépit des années qui les séparent, c'est beaucoup d'années, ils n'ont pas du tout le même âge, ont quelque chose d'un peu gémellaire. Ils se conduisent un peu comme des frères jumeaux et ils ont, dans leur goût, dans leur vie, dans leur façon de se conduire, quelque chose vraiment d'une très très grande proximité. Proximité qu'on va retrouver, enfin, ou du moins admiration immense d'Edmond pour son grand frère, ça c'est une chose qui n'a jamais cessé, et qui va se manifester dans un très beau texte en 1879, à l'occasion d'une exposition qui est organisée par la revue La Vie moderne, que l'éditeur, oui, Georges Charpentier, vient de fonder. Cette revue importante organise des expositions, qui ne sont pas des énormes expositions, mais tout de même qui mettent en valeur le travail de certains artistes. Et cette année-là, la première année de la revue, à laquelle collaborent Auguste Renoir et Edmond Renoir, les deux frères y collaborent, cette année-là, une exposition va être consacrée à Auguste Renoir. Et on demande à Edmond d'écrire un texte sur son frère. Et Edmond va écrire un des plus jolis portraits de son frère. C'est un texte absolument formidable, qui est bien connu, dont je vous lis Pardon, ah oui, j'avais oublié cette image qui est un autre portrait d'Edmond Renoir, avec un autre modèle féminin fameux de Renoir à l'époque, Marguerite Legrand. Je crois qu'on peut bien estimer que c'est bien le même homme qu'on a sur les deux tableaux, il me semble. Dans une sorte de douceur, vous voyez qu'il y a une douceur dans le visage, une sorte de rondeur dans le visage que n'exprime pas Renoir à la même époque, qui est encore une fois plus anguleux, et puis avec plus mince, aussi plus maigre, et puis avec un regard plus acéré et un peu anxieux. La douceur qu'exprime le modèle me semble assez différente, mais on le retrouve dans les deux tableaux, me semble-t-il. Voilà un passage de ce très joli texte d'Edmond sur Auguste, un portrait formidable, bien connu, l'air pensif, songeur, sombre, le front courbé, l'œil perdu. Vous l'avez vu 20 fois traverser le boulevard. Oublieux, désordonné, il reviendra 10 fois pour la même chose sans penser à la faire, toujours courant dans la rue, toujours immobile dans l'intérieur. Il restera des heures sans bouger, sans parler. Où est son esprit, au tableau qu'il fait ou au tableau qu'il va faire? Ne parle peinture que le moins possible. Mais si vous voulez voir son visage s'illuminer, si vous voulez l'entendre, ô miracle, chantonner quelques gais refrains, ne le cherchez pas à table, ni dans les endroits où l'on s'amuse, mais tâchez de le surprendre en train de travailler. Très joli portrait. C'est un très long texte, mais qui est plus long que ce paragraphe, que je vous invite à lire si vous ne le connaissez pas. L'année 83 leur offre l'occasion d'associer leurs deux noms dans ce qui restera à jamais leurs deux seules véritables collaborations artistiques et littéraires. En décembre, Auguste illustre une nouvelle qu'Edmond a écrite précisément pour la revue La Vie moderne, dont celui-ci est devenu, entre-temps, le rédacteur en chef. Cette nouvelle s'appelle L'étiquette, et voilà un dessin que vous reconnaissez, qui est dans l'exposition, qui est un des très beaux dessins de Renoir, qui représente, donc, qui est le dessin préparatoire pour l'illustration de la revue, mais qui est un nouveau portrait d'Edmond. C'est Edmond sous l'apparence, si je puis dire, d'un personnage fictif, mais c'est bien Edmond qu'on reconnaît. Alors, c'est le peintre Jean Martin vérifiant sa note, mais ça pourrait être aussi Edmond relisant un papier qu'il va envoyer au journal pour lequel il collabore. Vous voyez, il y a quelque chose aussi qui peut ramener un portrait simple d'Edmond Renoir. Et puis, il existe un autre dessin à droite, également pour l'étiquette, où l'on retrouve là aussi sans doute Edmond et puis une jeune femme, je ne sais pas très bien qui, dans une situation qui fait pendant, en miroir, au tableau qu'on avait vu tout à l'heure d'Edmond et de Lise Tréhaut. Un autre dessin formidable d'Edmond, Renoir en barque en train de pêcher. Très beau dessin d'Auguste Renoir, qui là, pour le coup, est véritablement un portrait d'Edmond, qui avait un goût immodéré pour la pêche. Et c'est la grande passion de la vie d'Edmond Renoir, c'est la pêche. Grande passion qu'il partageait sans doute avec Auguste, qui va peindre
quelquefois des pêcheurs. Alors là, ce n'est pas Edmond qui pêche, mais c'est quand même bien un pêcheur à la ligne que représente Auguste Renoir. Et je vous mets en regard la page de titre d'un ouvrage qu'a écrit Edmond Renoir, La pêche mise à la portée de tous, qui est un traité du bon pêcheur. C'est sa grande passion. Il a beaucoup écrit sur ce sujet-là, beaucoup d'articles, et donc au moins un livre, mais il y a même 2 ou 3 autres livres sur la pêche. C'était le spécialiste de la pêche. Et puis une autre collaboration en 1883 pour le Figaro, supplément littéraire du dimanche, c'est précisément un très long texte qu'Edmond Renoir fait paraître qui s'appelle Paris qui pêche et que Auguste va illustrer. Donc on a ces collaborations des 2 frères en 1883 qui ne seront pas renouvelées. Le parallélisme entre les vies des 2 frères se poursuit dans les années suivantes, puisqu'ils vont, à 1 an de distance, devenir pères. Alors, quand je dis devenir père pour Auguste, on sait qu'il faut arrêter de dire que Pierre Renoir est le premier de ses enfants, parce qu'il y en a eu 2 autres avant, dont une fille qui est cachée en Normandie, au moment où naît Pierre Renoir. Mais c'est le premier de ses fils, on va dire, officiels. Et puis Edmond lui-même devient père d'un garçon qui s'appelle Edmond, alors qu'on l'appellera Edmond Junior, mais dont l'état civil complet est le suivant: Edmond Pierre Auguste. Hein, vous voyez que c'est intéressant. Hein, le petit garçon qui naît, et Edmond a tellement d'amour pour son grand frère qu'il va accoler leurs 2 prénoms, son prénom à lui, Edmond, et les 2 prénoms de son frère, Edmond Pierre Auguste. Edmond Pierre Auguste naît le 9 mars 1884. Pierre Renoir, le fils aîné officiel d'Auguste, naîtra en mars 1885, c'est-à-dire 1 an plus tard. C'est un moment important parce que les 2 hommes ont rencontré leur compagne. Quand je dis leur compagne, c'est-à-dire la mère de leurs enfants et celles qui vont devenir véritablement leur compagne de vie. Du côté d'Edmond, elle s'appelle Mélanie Porteret. Du côté d'Auguste, évidemment, il s'agit d'Aline Charigot. Et dans les 2 cas, ces 2 frères tarderont avant d'officialiser leur mariage. Vous voyez qu'il y a vraiment des comportements très similaires. Ils ont d'abord un fils, chacun, et puis les mariages arriveront beaucoup plus tard. Auguste et Aline Charigot se marient en avril 1890, c'est-à-dire 5 années après la naissance de Pierre. Et Edmond et Mélanie Porteret se marieront, eux, en 1903. Donc leur fils, il a 19 ans. Et on officialise très tard. On avait vu que les 3 aînés de la fratrie Renoir avaient très tôt officialisé leur relation, évidemment. La question du départ, Auguste Renoir va quitter la rue Saint-Georges. On peut comprendre que désormais, ayant chacun une compagne, la cohabitation devenait un petit peu compliquée. La date du départ d'Auguste, puisque Edmond restera à cette adresse, la date du départ d'Auguste n'est pas tout à fait claire. Selon les auteurs, elle varie de pas mal d'années. Selon l'historienne Barbara Ehrlich-White, Auguste Renoir serait parti en février 81. Selon Georges Rivière, l'ami et biographe de Renoir, il serait parti vers 1883. C'est juste 2 ans plus tard, et selon Jean Renoir, au début de 1885. Donc, c'est une fourchette assez large. Enfin, quoi qu'il en soit, il importe de comprendre que Auguste, je me mêle dans les prénoms, va quitter la rue Saint-Georges et que Edmond gardera seul cet appartement pendant de très longues années encore après. Un tableau, ou du moins le petit garçon, le petit Edmond Junior, donc Edmond Pierre-Auguste, va faire l'objet de toute une série de portraits formidables dans les années 1887-88, où son oncle le prend pour modèle, j'allais dire passionnément, de ce petit garçon avec cette chevelure blonde et ses yeux bleus, donc, et qui fait l'objet donc de beaucoup de portraits assez similaires. Il y en a un dans l'exposition formidable également. Edmond Junior donc, va beaucoup poser pour son oncle et gardera avec son oncle des liens jusqu'à la mort de celui-ci.
extrêmement affectueux, manifestement. Il y a même un portrait d'Edmond Junior devenu un jeune homme, donc quelques années plus tard. Et puis ce tableau à droite est un tableau tout à fait important aussi. Alors, il est très très joli, mais il est aussi important dans ce qu'il révèle. Dans les jardins du Luxembourg, alors Edmond, qu'on reconnaît très bien, le garçon au cerceau, on voit bien avec cette chevelure blonde que c'est le petit Edmond. Edmond corrigera la chose plus tard et dira c'était pas le Luxembourg, c'était les Tuileries. Bon, c'est peut-être pas très très grave. En tout cas, ce qui me semble à moi plus important, c'est que le tableau est daté de 1883. C'est pas possible, parce que Edmond n'était pas né en 83. Il est né en 84. Donc 83, la date n'est pas bonne. On est forcément dans les mêmes années que les portraits, c'est-à-dire autour de 1888, donc 5 ans plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est que Edmond donc, est représenté avec son cerceau. Sa mère, Mélanie Porteret, est derrière lui. Et la jeune femme qui est de face en train de converser avec Mélanie est supposée être Aline Charigot, la compagne d'Auguste. De sorte qu'on peut imaginer aussi que le petit garçon du premier plan à gauche est Pierre Renoir. On aurait donc les deux belles-sœurs et les deux petits garçons dans un jardin parisien, le Luxembourg ou les Tuileries, qu'importe. Ce qui est intéressant, c'est que ce tableau-là me semble marquer un tournant dans l'histoire fraternelle que je retrace aujourd'hui, parce qu'il marque l'effacement désormais de la figure d'Edmond. Edmond sort des tableaux de son frère, qui s'intéresse beaucoup plus au petit garçon, qui va faire un portrait également, un joli portrait de Mélanie Porteret, donc de sa belle-sœur. Et puis ce tableau du Luxembourg où Edmond n'apparaît pas. Il n'est plus du tout dans la course, si je puis dire. Edmond, toujours, songez que jusqu'à son mariage, Auguste et moi, nous ne nous sommes, pour ainsi dire, jamais quittés. Alors, il a beaucoup insisté sur cette idée qu'ils ont toujours vécu ensemble, jusqu'au mariage d'Auguste, qui serait pour lui la date où Auguste aurait quitté. Bon, c'est sans doute trop tardif. Auguste était parti manifestement avant. Il dira, dans une autre source, une chose analogue de la façon suivante. Vers 1890, nous nous sommes mariés, c'est-à-dire séparés. C'est-à-dire nous sommes mariés séparément, et donc séparés ensemble, Auguste et moi. Auguste a quitté la rue Saint-Georges. Après plusieurs années de cohabitation. On sait aussi qu'il va y avoir une brouille extrêmement sévère, qui est difficile à dater, dont la raison est difficile aussi à retracer. On est dans les années 80, les deux frères vont se fâcher très violemment, ou du moins, de toute évidence, Auguste va se fâcher contre Edmond. Plusieurs raisons ont été avancées, on ne va pas les énumérer. La rupture est extrêmement violente, si violente même qu'ils ne se verront plus, manifestement, et que les premiers biographes de Renoir, ceux qui ont connu Renoir pendant des années, je pense en particulier à Georges Rivière ou Ambroise Vollard, le marchand de Renoir, ces deux hommes qui vont écrire des ouvrages très importants sur Auguste Renoir ne mentionneront jamais le nom d'Edmond. C'est-à-dire qu'Edmond n'existe plus, on l'a rayé, on l'a invisibilisé. Auguste l'a rayé des tablettes, donc tout le monde s'aligne. Il n'existe plus, selon un processus analogue à ce qui s'était passé avec Lys Tréhaut. Lys Tréhaut avait disparu des radars, Renoir ne la voyait plus du tout, et aucun des biographes de Renoir ne mentionne le nom de Lys Tréhaut, sinon incidemment pour identifier un modèle, mais personne ne mentionne qu'ils aient pu avoir une histoire, et a fortiori des enfants, tout le monde ne le savait pas. Mais tout le moins, il y a une sorte de chape de plomb qui s'est abattue sur les gens qui étaient sortis comme ça violemment de la vie d'Auguste Renoir. En 1918, des centaines d'obus allemands ont frappé la capitale. On est à la fin de la Première Guerre mondiale. Et dans le courant avril, 2 immeubles de la rue Saint-Georges ont été atteints. Le 1er avril, le numéro 4 de la rue, c'est la photographie que je vous montre à droite. Vous voyez que ça fait des dégâts, un obus. C'était les obus de la Grosse Bertha, vous savez, c'est ce canon à longue portée qui est resté un peu mythique. Et le 11 avril, un deuxième obus a atteint le 35. Et le 35, c'est la fameuse adresse où habitait encore à ce moment-là
Edmond Renoir. Alors Edmond Renoir était dans le sud de la France, donc il n'était pas là, il n'a pas pris la bombe sur la tête, mais on voit, la photographie en témoigne, que ça a fait des dégâts dans l'immeuble. Le 17 avril, le journal Excelsior rend compte par un petit aparté, un obus du canon monstre a éclaté dans l'appartement d'un parent du grand peintre Renoir et plusieurs chefs-d'œuvre peu connus du maître impressionniste ont été détruits. Ça, c'est le 17 avril. Et le 22 avril, nouvel écho dans Excelsior, Renoir l'a échappé belle. Les dégâts matériels sont importants, mais les toiles admirables et peu connues n'ont pas été touchées par les moindres gravats. Ça va, on est rassuré. Il y avait une fake news au début, puis ensuite on a vérifié. On s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de dégâts. Alors en fait, on ne sait pas très bien s'il y a eu des dégâts ou pas. On ne sait pas très bien non plus ce qu'il y avait dans l'appartement. Mais toujours est-il qu'il semblerait qu'il n'y ait pas eu autant de dégâts qu'on aurait pu le craindre. Je dois d'ailleurs à ce sujet juste mentionner le souvenir, alors je dois l'information à Anne Distel que je remercie, le souvenir, pendant que je retrouve, les souvenirs de la galeriste Berthe Weill, qui raconte avoir visité l'appartement d'Edmond Renoir en 1915, donc 3 ans avant le bombardement, et qui raconte une visite. Alors, elle fait un portrait d'Edmond Renoir qui n'est pas très, très sympathique, en vérité, assez méchant. Mais elle dit ceci, elle écrit ceci: quel éblouissement, au mur, dans tous les coins, dans toutes les armoires, quelle collection de chefs-d'œuvre. On sait que Edmond avait beaucoup de tableaux de son frère, notamment des tableaux de jeunesse. Son frère avait laissé, en quittant l'appartement, toutes ses œuvres de jeunesse, notamment les dessins de ses années d'apprentissage de peintre sur porcelaine quand il était adolescent. Tout ça était resté chez Edmond. Et puis beaucoup de tableaux de jeunesse, beaucoup de dessins qui étaient restés chez Edmond. Donc, elle a vu ça. Bon, il n'y a pas eu d'inventaire fait à la mort d'Edmond Renoir, mais on sait qu'il y a eu plusieurs ventes qui ont été faites depuis, y compris au XXe siècle, enfin assez tardivement, qui permettent de reconstituer à peu près, en tout cas, savoir à peu près quelles étaient les œuvres, sinon la totalité, mais certaines d'entre elles, qui étaient chez Edmond Renoir. Je m'approche de la fin quand même, il faut que je termine. Edmond Renoir, dans l'entre-deux-guerres, va essaye une nouvelle vie. C'est un personnage un peu fantasque, Edmond Renoir. Et il va acheter une auberge en Seine-et-Marne, l'auberge de Chalifert. L'hôtel-restaurant de l'Ermitage, voilà, c'est le nom exact de l'auberge que je vous montre ici. Et vous voyez sur la photographie de droite entourée en rouge cette auberge au bord d'une écluse et avec une rivière qui passe à proximité. La raison principale, de toute évidence, de l'acquisition de cette auberge, c'était que Edmond Renoir se plaisait à aller à Chalifert pour canoter et pêcher. C'est ça, évidemment, le but de l'histoire. C'est pas de devenir aubergiste, ce qui manifestement ne l'intéressait pas du tout. Il a mis l'auberge en gérance à plusieurs reprises, mais je crois que l'affaire a capoté. Ça n'a pas été une bonne affaire. Il s'est séparé, je ne sais pas très bien à quelle date, mais au bout de quelques années de cette encombrante auberge, mais on voit la terrasse qui peut rappeler celle de la maison Fournaise, du déjeuner des canotiers, cet incident. On le voit ici sur la photographie à gauche, sous les ombrages de Chalifert, d'un article paru à l'époque où on vient rendre compte d'un tournage de film qui a lieu, on est en 1932, d'un tournage de film qui a lieu chez Edmond Renoir à Chalifert. Donc un film vient s'y tourner, les journalistes viennent prendre des photos, font des reportages. Je me suis demandé à cette occasion si Jean Renoir, le cinéaste, n'avait pas été l'intercesseur et si un de ses collègues cherchant un endroit de cette nature n'avait pas conseillé de s'adresser à son oncle Edmond. Je ne sais pas. Toujours est-il que dans l'entre-deux-guerres, la figure d'Edmond commence à intéresser beaucoup les médias, comme on dit aujourd'hui. Auguste est mort en 1919. Tant qu'Auguste était en vie, Edmond était toujours dans l'ombre, en quelque sorte. Meyergraf, un historien allemand qui avait consacré une étude importante à Auguste Renoir à la veille immédiate de la Première Guerre mondiale, avait rencontré Edmond, ou du moins avait correspondu avec lui, mais les choses se sont vraiment transformées une fois qu'Auguste est mort, comme si Edmond était un peu libéré de ce poids important. Et puis tout d'un coup, il s'est mis à intéresser les journalistes.
tout d'un coup, on s'est mis à réaliser que finalement, toutes les grandes figures de l'impressionnisme disparaissaient. Renoir venait de mourir, Monet allait mourir en 26, les autres avaient disparu, et il restait Edmond Renoir. Et tout d'un coup, ça s'est mis à se savoir qu'il restait quand même un vieux monsieur qui était renseigné, qui avait suivi toute l'histoire de l'impressionnisme depuis le tout début. Vous voyez cette photographie formidable à droite d'Edmond Renoir saisi en pleine agitation, racontant, pendant qu'il peignait, j'animais la scène. Pendant qu'il peignait, c'est Auguste Renoir, évidemment, dont il remémore les souvenirs, enfin ses propres souvenirs. Et donc, il va y avoir un intérêt très vif qui va se faire sur la figure d'Edmond par vague. Il y a une première vague au moment de la rétrospective Renoir du musée de l'Orangerie en 1933. Il y a une actualité, comme aujourd'hui au musée d'Orsay. Et donc, il y a des journalistes qui vont rencontrer Edmond Renoir. Puis une deuxième vague en 1941, au début de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est naturellement le centenaire de la naissance d'Auguste Renoir. Et puis une troisième vague en 1944, 44 parce que Edmond Renoir se voit remettre la Légion d'honneur. Et là aussi, on s'intéresse beaucoup à ce vieux monsieur, il a plus de 90 ans, qui est devenu le doyen des journalistes parisiens. Donc c'est une figure aussi dans son métier, qui est très respecté, un monsieur très vénérable, qui est là l'un des derniers combattants de la guerre de 70. Vous vous souvenez, il avait 20 ans, il en a 90 à ce moment-là, et qu'on vient de décorer de la Légion d'honneur. On lui avait déjà proposé la Légion d'honneur quelques années plus tôt, et il avait refusé en disant « on ne reçoit pas la Légion d'honneur quand on a perdu une guerre ». C'était assez fier, assez patriote. Et puis finalement, il a accepté dans un second temps la Légion d'honneur parce que son frère l'avait tué. Sans doute après la mort du frère. Sans doute que la première fois qu'on lui avait proposé, son frère était encore en vie. Et la deuxième fois, une sorte de revanche pour avoir comme son frère, pour ne pas rester toujours dans l'ombre. Vous voyez, il y a un drôle de rapport fraternel. Enfin, on dit de lui, oui, en 1933, il en sait sur lui, sur Auguste Renoir, il en sait sur lui plus long que tous les livres écrits, bien souvent par des gens qui découvrirent Renoir au dernier moment. Ça devient l'oracle. Edmond Renoir, on va le voir comme un vestige qui va pouvoir raconter, enfin, dit Edmond, raconte-nous, c'était comment Marlotte, du temps d'Auguste. Et en 1942, Edmond confie à un jeune confrère journaliste. Il lui dit « Je viens de terminer un livre sur mon frère, le grand peintre Auguste Renoir. » Alors on se dit « Oh, il a écrit un livre !» Bon, il n'y a pas de livre en vérité. Hein. Donc je pense que c'est une vantardise, à moins que le livre en question corresponde au texte qu'il a effectivement envoyé au jeune journaliste, au jeune historien John Rewald, qu'il avait rencontré donc en 1944 à la fin de sa vie, et qui avait sollicité de lui un texte écrit dont il a utilisé plusieurs extraits dans la seule étude qui a été longtemps consacrée à Edmond Renoir. John Rewald a publié en 1945, donc quelques mois après la mort d'Edmond, une étude en anglais qui s'appelle Auguste Renoir and his brother. Auguste Renoir et son frère. Et il reprend des passages traduits en anglais d'un manuscrit d'Edmond Renoir. Alors, est-ce que c'est ce manuscrit-là auquel fait allusion Edmond quand il dit « je viens de terminer un livre sur mon frère » Bon, ce n'est pas un livre. On aimerait bien, dans la famille Renoir, la descendance d'Edmond, il semblerait qu'il n'y ait aucune trace ni aucune connaissance d'un quelconque manuscrit. Si ça existe, ce serait une chose extraordinaire. On peut rêver. Après tout, pourquoi pas ? Peut-être qu'on verra ressurgir un jour un manuscrit incroyable où on verra des révélations inouïes. À la fin de sa vie, Edmond s'est remarié. On voit ici sa jeune épouse, jeune, elle a 30 ans de moins que lui, elle a 90. Et il s'est remarié, donc, et il vit boulevard de Port-Royal à Paris. Un journaliste qui va le visiter en 1943 dresse de lui un portrait un peu larmoyant, où il est notamment question de son pauvre logis qui sent la misère, le rêve et le passé. Vous voyez, c'est un peu terrible. Du coup, un autre journaliste fait un article en disant « Mais comment le frère d'Auguste Renoir vit dans une misère pareille alors que son frère avait amassé une fortune d'œuvres d'art, des tableaux qui valent des millions ?» Bon, enfin,
polémique comme on sait faire dans certains médias. Tout ça était peut-être très exagéré. Je ne suis pas sûr qu'il soit mort dans la misère, d'autant qu'il avait quand même encore des œuvres de son frère. Mais en tout cas, c'est l'image qu'il avait laissée. Je vous montre, pour terminer, une image d'un des très très jolis tableaux qui lui appartenait. Alors c'est un très joli tableau, mais que j'ai plaisir à vous montrer pour faire le lien avec les origines de la famille Renoir, qui était dans le vêtement, le papa tailleur, etc. Et même avec le beau-frère, Charles Leray, dessinateur de robes. Vous voyez qu'il y a des sortes de connexions comme ça dans cette famille Renoir, et c'était sans doute pas indifférent. C'est peut-être une des clés aussi pour comprendre l'œuvre de Renoir, que de se souvenir quand même du milieu dans lequel il a grandi, le milieu, je veux dire, le rapport aux vêtements féminins, et dans lequel vivaient encore et sa sœur Elisa, son beau-frère, son frère Victor, etc. Et puis je voudrais, pour terminer, également, alors, voilà, deux images évidemment tout à fait saisissantes, d'Edmond avant et après. Pour terminer, je voudrais citer Émile de Girardin, qui, sans aucun rapport avec les frères Renoir, a écrit cette chose formidable en 1863. Girardin écrit « Entre le journaliste et le peintre, il y a moins de différence qu'on l'imagine au premier abord. L'écrivain n'est qu'un peintre, se servant de la plume au lieu du pinceau. » Voilà, je vous laisse méditer. Je vous remercie pour votre attention. Merci.